Bonjour et bienvenue dans En Intervalle, le podcast sur l'animation sous toutes ses formes. Je suis Simon Eyus et avec moi il y aura Alexandre Caoudal Salut! et Coco Louis. Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on ressuscite des grandes figures du XXe siècle et pas les moins imposantes avec Fairy Tail. Réalisé par Alexandre Sokourov, Fairy Tail n'a rien à voir avec le manga du même nom d'Hiro Mashima. Plutôt qu'une aventure sur le pouvoir de l'amitié, ce Fairy Tail-là dépeint un monde post-mortem, peuplé rien que ça par Hitler, Mussolini, Staline ou Churchill. Dans cet univers où il fait moyennement bon vivre, les grands dirigeants parlent dans un dialogue de sourds de leurs grandes obsessions comme s'ils étaient encore hantés par leurs opinions politiques du siècle passé. Dans ce petit univers, quelques invités vont également rendre visite à nos personnages préférés, notamment Jésus à qui Staline dit qu'il devrait se remettre au travail, ou Napoléon dont Staline lui reproche de ne pas avoir lu Lénine. Un résumé bizarre pour un film étrange donc, une étrangeté à contraster avec la filmographie de Alexandre Sokourov. Alexandre Sokourov qui a énormément étudié les guerres, les dictateurs et autres dirigeants du XXe siècle pour s'en servir de matière scénaristique pour ses films. Alors on pourrait citer plusieurs exemples, la plus importante étant sa trilogie d'hommes de pouvoir coincés dans de grandes bâtisses composées de Moloch sur Hitler, de Taurus sur Lénine et le Soleil sur Hirohito. Du coup, je me demandais si vous en aviez vu avant ce podcast et s'ils avaient influencé votre opinion sur Fairy Tail et par là même que vous me donniez votre opinion sur Fairy Tail. Pourquoi pas Coco pour commencer? Je découvrais pas Sokourov avec ce dernier film Fairy Tail. J'avais vu son fameux plan séquence à l'Ermitage, Mère et fils aussi, il y avait quelques temps, mais qui était resté très, très nébuleux dans ma mémoire. Je me suis intéressé à cette trilogie dont tu as parlé, des hommes de pouvoir, cette trilogie du totalitarisme. Et ça m'a beaucoup intrigué de voir comment il va dépeindre ces personnages qui effectivement ont formé part imposante de l'histoire européenne et pas seulement. J'ai l'impression qu'il pratique l'histoire un petit peu en amateur. Il raconte qu'il va lire, par exemple, tous les écrits, qu'il va même aller chercher des écrits inédits, disons des enregistrements quand ils sont disponibles aussi, de ces figures du totalitarisme mondial. Et il va s'imprégner comme ça dans une technique qui me semble d'imitation littéralement en amateur de ces voix qui vont hanter, on a l'impression, Sokourov et qui vont l'aider ensuite à créer ses doubles, voire ses triples. Hein. Dans Fairy Tail, on a 2 ou 3 Hitler, 2 ou 3 Staline ou Churchill, etc. par moment. Churchill à qui il semble donner un peu plus grâce que les autres. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, assez intriguant, la manière dont effectivement il s'est approprié ces personnages. Il semble en fait posséder et ensuite donner incarnation à ces images qu'il va laisser s'animer, images qui s'animent en même temps dans ces aplats, comme tu l'as défini, dans ces forteresses closes, que ce soit dans Moloch ou dans Taurus, qui sont les deux que j'ai regardé avec plus d'attention. Et ça a été très, très intriguant et ça m'a beaucoup questionné. Alors, je sais pas, Alexandre, si tu es arrivé à une conclusion de ton côté sur cet usage qu'il fait de ces figures. Je sais pas si j'ai vraiment d'éléments de réponse, étant donné que, notamment Fairy Tail, c'est un film qui me pose beaucoup de questions. Enfin, ça m'interroge pas mal parce que c'est un projet quand même très surprenant. C'est un film qu'il a fait avec très peu de moyens et le fait qu'il se tourne vers de l'animation par ordinateur, qui est quand même quelque chose qui est pas forcément très économe. Ça me surprend, mais en même temps, ça reste logique. C'est un réalisateur qui est connu pour être très plastique et très lyrique. Pour revenir un peu sur ces figures historiques qui semblent faire sienne, ça fait un bon nombre de temps, à partir de 79 environ, qu'il utilise des matériaux d'archives de films d'actualité, notamment pour revenir sur l'histoire en fait de la première moitié du XXe siècle, donc à commencer par Sonate pour Hitler, qui était le premier film qu'il faisait en sortant de la VGIK, la grande école de cinéma russe. Le film avait été automatiquement censuré, considéré comme étant anti-soviétique, étant un film qui ne collait pas avec le réalisme socialiste. Film de ses premiers courts-métrages de found footage, donc plutôt du côté documentaire que du côté de la fiction, il était considéré comme étant un formaliste, un réalisateur très intellectuel. Il va en faire plusieurs comme ça, d'ailleurs, des films d'archives. Il est historien de formation aussi. C'est pas, peut-être qu'il traite tout ça avec un peu de nonchalance,
On pourra y revenir parce que c'est vrai qu'il semble portraitiser ces différentes personnes avec une certaine forme de familiarité. Mais en revanche, il y a un travail historiographique qui, là en l'occurrence, dans Fairy Tail, a pris quelque chose comme 2 ans avec une équipe, des consultants. C'est très fourni en documentation, mais en même temps, il ne donne pas les clés de compréhension, de lecture de toutes les relations entre les personnages, de comment ils en sont arrivés dans cette espèce de purgatoire de l'histoire où, comme tu disais, seul Churchill semble obtenir la rédemption aux yeux du Tout-Puissant, alors que si on voyait son parcours en Afrique, peut-être que ça poserait un peu problème. Mais tout ça pour dire que c'est pas un réalisateur qui est en terrain inconnu, c'est quelqu'un qui, je pense, sait très bien ce qu'il fait. Mais c'est aussi un réalisateur qui, à chaque fois, enfin, t'employais le terme nébuleux aussi, et je le trouve très bien choisi parce que il semble toujours isoler un peu ces personnages qui soient de fiction ou qui aient réellement existé dans des espèces de bulles. France Inter parlait de globes comme ça, de globes de cristal, et je trouvais l'image très juste, enfin, notamment sur le travail du son qui semble résonner sans cesse et qui ne semble pas appartenir au corps qui sont en train de l'émettre. Tout ça pour dire que le film a posé beaucoup de questions. C'est peut-être pas le film le plus aimable de Sokurov, si tant est qu'il ait déjà fait un film aimable. Après avoir du coup rattrapé voilà, cette trilogie des dirigeants totalitaires déchus, ça faisait un très bon addendum en fait, auquel faudrait quand même peut-être ajouter son Faust, qui venait conclure cette trilogie-là. On pourrait aussi parler de Francophonia, qui avait été une commande du Louvre, il est plutôt coté dans les musées internationaux, où il y a la figure de Napoléon qui intervient, figure de Napoléon qu'on retrouve aussi dans Fairy Tail, et qui s'est vu également accorder l'absolution, alors que bon, Napoléon n'est pas non plus un enfant de cœur, ni même un ange. Donc bon, j'ai l'impression d'avoir plus étoffé le problème que résolu des questions. Mais t'en as pensé quoi, toi, Simon? Non, c'est intéressant ce que vous dites parce que vous parlez quand même pas mal d'une forme plastique, de quelqu'un qui est intéressé par la forme, par une manière de faire les films qui passe par le visuel et par l'esthétique. Ce qui est quand même frappant quand on regarde ces films, c'est-à-dire que c'est des films qui veulent pas forcément en mettre plein la vue, mais qui veulent s'inspirer d'arts picturaux, notamment la peinture de manière évidente. Et également, on note une place très importante de la musique et du son, effectivement, qui participe à ce côté enveloppant, quasi, ASMR de ces films. Franchement, c'est des films qui gagnent à être vus en salle ou à être écoutés avec un casque, ce que j'ai fait parce que je n'ai malheureusement pas de cinéma privé chez moi. Donc ces films, de ceux que j'ai vus, il y a quand même une sacrée unité qui se crée en termes de forme, en termes d'idées visuelles et d'organisation des films. Mais c'est intéressant de remarquer qu'il y a aussi des disparités énormes entre ces différents films et qu'il y a à chaque fois des particularités qui singularisent ces films-là. C'est-à-dire que par exemple, j'ai adoré Moloch quand je l'ai vu, j'ai trouvé que c'était un film, mais là, pas forcément pour des raisons intellectuelles, c'est que c'est un film qui m'a presque envoûté dans ce que ça racontait, dans ce que ça montrait, c'est-à-dire l'histoire de quelqu'un qui est tellement isolé que sa vie devient une forme de performance totalement en dehors du monde. Et c'est-à-dire que le lieu qui est dépeint, il est au-dessus d'une colline comme une sorte de bâtisse de vampire ou un truc comme ça. Et on l'explore dans des espèces de paysages brumeux. Bon, voilà, il y a quand même quelque chose de très fabriqué et qui évolue comme fabriqué. Et Sokurov s'en cache pas, il dit que la peinture c'est l'art le plus important. Moi, je suis pas forcément d'accord, mais ça c'est son avis. Et il ne manque pas de l'exploiter avec des formes qui sont, elles, quand même cinématographiques, parce que je pense que c'est des films qui sont des films de cinéma dans le sens que, voilà, il y a pas vraiment de qualité qui font ça fait pas peinture filmée ou théâtre filmé ou musique, filmée, je ne sais quoi. Mais dans tous les cas, Fairy Tail, c'était une torture pour moi à regarder. J'ai vraiment pas supporté le film. Je me suis repris à plusieurs fois pour pouvoir le finir, alors que fondamentalement, ce qu'il essaye de faire est pas si différent que ça de ses autres films, c'est-à-dire nous plonger dans une atmosphère, dans un monde qui, nous enveloppe, mais là, le monde dans lequel il nous plonge, c'est un monde qui est assez repoussant. Et il est repoussant pour plusieurs raisons, notamment déjà par ce que raconte le film, c'est-à-dire une histoire dans une forme un peu purgatoire où différents personnages
vont se parler dans un noir et blanc très contrasté qui évoque des gravures et qui vont avoir des sortes de dialogues de sourds qui sont désagréables quand on essaie de recoller les morceaux. Ce qu'il y avait déjà dans certains de ses autres films, mais qui pouvait être notamment relié par une forme quand même de linéarité dans l'histoire, ce qui n'est pas tellement le cas ici. On est plutôt dans des espèces de segments presque film à sketch. Quoi qu'il en soit, le deuxième truc qui fait que le film est repoussant, c'est quand même la technique qui est utilisée, qui est en gros qui reprend des images, des photos ou peut-être des films qui sont découpés façon collage et qui sont réanimés ensuite et qui donnent des résultats qui sont dégueulasses à regarder. Vraiment, j'ai trouvé ça immonde. Notamment, quand les personnages parlent, ils ont des bouches qui n'ont pas de palais, qui n'ont pas de dents. C'est vraiment des espèces de marionnettes sans âme, ce qui est plutôt cohérent finalement avec ce que pourrait être une forme d'entre-deux entre le paradis et l'enfer. Mais dans tous les cas, ça donne un résultat qui n'est pas agréable à regarder, mais qui est quand même accompagné par quelque chose de formaliste évident dans l'aspect gravure du tout, mais qui n'est pas du tout dans une unité voulue, même si elle n'est pas forcément recherchée par le réalisateur, qu'il y avait dans ces films enveloppants comme Moloch, de manière perverse enveloppant, hein, mais quand même enveloppant, ou même Taurus, qui est beaucoup plus rêche malgré tout, ou évidemment son film le plus connu, justement, l'Arche russe, oui, qui est comme une sorte de ballet en plan séquence. Effectivement, là, je pense que vous serez pas forcément d'accord avec ce que j'ai dit, et c'est un avis qui est nuancé. Je pense qu'Alexandre, tu étais un peu, pas forcément très d'accord avec ce que je disais auparavant. Je peux comprendre ce qu'il y a de repoussant, ce qu'il y a de très froid aussi dans le fait de voir comme ça des images d'archives qui sont retravaillées, enfin qui sont en fait proprement animées par ordinateur pour qu'on puisse leur faire dire des choses pour leur faire dire des choses que peut-être Hitler, Churchill, Staline et Mussolini auraient dites d'après des sources accumulées dans la bibliothèque de Sokourov. En même temps, voilà, je pense, comme tu disais, il y a une cohérence du projet plastique qui fait que ça se tient quand même. Après, au niveau du récit, certes, là on est seulement sur des dialogues très décousus, des déambulations. Étant donné qu'on est sur un espace qui est très abstrait aussi, il y a vraiment moyen de se perdre, c'est-à-dire on va pas être comme dans ces films en prise de vue réelle, c'est-à-dire dans Moloch, c'est au Berghof, donc la résidence secondaire de Hitler. Dans Taurus, c'est dans le Gorki, donc la dernière résidence de Lénine. Et bref, dans Le Soleil, c'est dans le bunker où Hirohito a fini par capituler face au général MacArthur. Mais là, vu qu'on est sur des assemblages, des compositions à partir de gravures, donc d'après ce que j'ai pu trouver, il y aurait du Dürer, du Piranesi et du Hubert Robert aussi. Donc notamment des gravures extraites des prisons imaginaires de Piranesi. Et je crois avoir reconnu la vue de la grande galerie du Louvre en ruine que Robert avait fait en 1796 à un moment dans le film. Il dit aussi beaucoup s'être inspiré du musée de l'Ermitage, de ses déambulations justement. Donc il y a une continuité dans sa filmographie aussi, pour construire les univers et la déambulation dans ce dernier Fairy Tail. Non, c'est vrai que ça reste finalement, c'est très juste ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de longs travelling comme ça qui traversent différentes natures de gravures, certaines qui vont être végétales, d'autres architecturales, d'autres où on va être sur des espèces de banquises prises dans les nimbes de fumée, les volutes. C'est quelque chose qui est très très présent dans les films de Sokourov. Il aime beaucoup ce qui est flou, ce qui est déformé, ce qui est teinté. L'idée aussi, c'est, je pense, parce que là je citais différents graveurs, mais le graveur auquel on aura tous pensé en voyant le film, mais je ne sais pas s'il est présent, c'est Gustave Doré, et notamment dans son travail sur donc la Divine Comédie de Dante, notamment l'Enfer, avec ses différents cercles. Il y a le purgatoire aussi après, normalement dans la Divine Comédie, mais c'est des espaces assez mentaux, et les figures qui les occupent, j'ai envie de citer Maxime Gorky quand il parle des premières projections de cinématographe. Il parle du cinématographe comme d'une fenêtre sur le royaume des ombres. Et je la trouve, là la formule elle est assez géniale. Puis bon, on est aussi sur un russe qui a le même nom que la dernière résidence de Lénine, donc tout est lié.
Je dois dire que même moi, si tu veux, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. C'est un film que j'aurais vraiment aimé pouvoir voir en salle et pas sur mon ordinateur ou même, je pense même sur mon vidéoprojecteur, ça n'aurait pas rendu plus honneur au film. Un peu. J'ai essayé les deux, ordi, écran d'ordi et projecteur, et la projection sur mon plafond donnait un aspect d'immersion un peu prolongé, surtout avec effectivement avec ces contrastes noir et blanc, ces effets de fumée, ces architectures parfois qui me paraissent un peu, je dis ça aussi en amateur, un peu brutalistes. Alors tous ces mélanges qui font aussi partie d'une certaine histoire des totalitarismes était assez intéressante. Effectivement, c'est un film très visuel. D'une certaine manière, j'ai l'impression que Sokurov a jamais essayé de nous raconter une histoire, que ce soit ce film Moloch, par exemple, donc qui est pas un film sur Hitler, mais qui est un film sur, enfin, c'est comme ça qu'il était présenté sur la compagne la dernière compagne de Hitler, Eva Braun. Eva Braun. Il semble complètement manipuler ces personnages. Quand tu parlais de cette bulle de verre, effectivement, il y a vraiment quelque chose de l'ordre des marionnettes, et donc là, c'est accentué euh, d'une manière très très forte avec ces fake deepfake, hein, parce que il s'agit vraiment d'une accumulation d'archives qui a été ensuite retravaillée, on va en reparler. On en reparlera. Mais il y a vraiment effectivement oui, cette impression que c'est Sokurov qui dirige, et il fait bien ce qu'il veut. Dans Moloch, il y a une scène absolument ridicule où Hitler va faire des roulades au sol en poussant des gémissements. Donc dans Taurus, il fait traîner à terre Lénine dans un champ de fleurs. Là, donc dans ce dernier, il y a des répliques absolument grotesques de Napoléon, par exemple, qui va demander, je sais pas, à Staline, c'est qui ton coiffeur? Qui est ton coiffeur? Dites-moi le nom de votre coiffeur. Il se moque d'eux aussi. Alors, ça pose vraiment la question de relation qu'il a avec ses personnages, avec son histoire. Il présente lui-même dans un entretien qui a été fait, je crois, pour Mubi, le film. Il accepte le statut de film comme une comédie, celui de Fairy Tail. Donc ça semble pas le déranger du tout, quoi. Que ces figures complètement aliénées par leur pouvoir sont aliénées même de leur propre capacité d'être des êtres en soi. C'est très désincarné, effectivement. Il semble pas y avoir une telle recherche de cohérence, sinon le désir de montrer ces personnages, de les délivrer de leur puissance autoritaire pour les montrer aussi en êtres humains ridicules comme ils peuvent l'être, parfois en exagérant, hein. Effectivement, il y a des scènes qui peuvent être presque gênantes. Sokurov dit lui-même qu'il s'intéresse disons, à la personnalité, au comportement de ces êtres, et c'est ce qui lui déclenche l'envie de faire certains films, c'est quand il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Et il dit ça dans un entretien pour le festival Locarno que voilà, là il avait ce questionnement, il avait ce blocage quant à l'existence, à la pensée de ces personnages, et donc ça a déclenché l'idée, le projet du film. Ouais, il bascule volontiers dans le trivial, en fait, s'il en a l'occasion. Bien qu'il soit intéressé par l'histoire, il veut pas non plus, comme ça, ériger des grandes figures historiques, quoi. Il veut pas être tellement dans l'histoire officielle ou... Dans l'apologie ou dans l'élégie, Voilà, je cherche... pour le paraphraser. Non, l'élégie va le réserver à des paysannes russes ou japonaises qui va observer pendant des heures dans des paysages splendides ou des choses comme ça. Là, il va faire de l'élégie. Mais faire l'apologie de ces gens-là, ça l'intéresse absolument pas. Il y a presque. C'est marrant parce il dit que le cinéma est un art mineur, mais dans la manière dont il caractérise ses personnages, il y a quand même quelque chose de très cliché, et même dans ses films plus sérieux, entre guillemets, moins farcesques, comme Moloch, justement, où Hitler, c'est pas un Hitler si différent que ça de celui du dictateur de Charlie Chaplin, juste un peu plus effrayant, à se rouler par terre et à voir un film en rigolant et en étant extatique, tout en disant à la fin c'était de la merde, c'était horrible. Il y a quand même quelque chose qui est marrant, quoi. C'est que même si il considère que le cinéma est un art mineur, il arrive toujours dans sa manière de construire ses films, à quelque chose qui est de l'ordre du trivial, comme vous le disiez, et de l'ordre du comique.
Et je comprends pas trop pourquoi, ou non, c'est presque comme pour désamorcer le sérieux de son sujet et ça, c'est plutôt chouette, Ça le désamorce, mais ça l'étoffe aussi. Parce que rendre ces personnages-là grotesques, risibles, ça rend la chose assez terrible. Parce on est quand même sur des gens qui sont responsables de plusieurs millions de morts. Peut-être à l'exception d'Hirohito, en tout cas dans Le Soleil, il se dédouane pas mal enfin, il se dédouane à la fin même de sa enfin, de son titre d'empereur de toute façon. Enfin, c'est vraiment un film peut-être le plus sur la chute comme ça d'un régime. Et ça nous les rend pas tellement plus sympathiques en plus. Ça nous les rend plus, comme tu disais aussi Simon au début, cette impression de repoussoir, quoi. T'es comme, mais ils sont ridicules, quoi. Enfin, effectivement, quand tu le vois ramper par terre, ça te remet les pieds sur terre, quoi. C'est-à-dire, c'est des gens responsables de génocide ou de massacres de grande importance, de meurtres de masse, quoi. Mais ce sont aussi parfaitement des humains, quoi. Humains trop humains, quoi, pour continuer sur les philosophes allemands. Il a ce truc aussi avec la défécation, enfin, qui intervient. Je veux dire, il y a carrément des chiottes posées dans une carrière à un moment dans Fairy Tail, et tous les dictateurs passent devant et admirent les urinoirs. En entretien, l'intervieweur lui demande mais pourquoi est-ce qu'il y a des toilettes comme ça posées au milieu de nulle part. Il répond ça répond à la peur du vide des dictateurs ou des grands dirigeants plutôt. Et je pense que là, il est dans le foutage de gueule. Enfin, il a un côté un peu, tu vois, pince sans rire, mais en même temps, il est en train de tourner en dérision, quoi. On est bien sur une divine comédie, quoi, sur un monde divin duquel Dieu serait absent, parce que ça, je pense que c'est ce qu'il y a d'assez tragique dans à peu près tous ces films, quoi. C'est qu'on est sur comme ça, des endroits qui sont assez, qui sont resplendissants, qui sont à moitié abstraits, où tout est nimbé de lumière et de nuages, où il n'y a jamais de réponse vraiment, et où sont perdus des gars, des gars très extrêmes lorsqu'on les extrait de ce monde-là, comme dans Fairy Tail, ils finissent par tourner en rond, Oui, s'imputer chacun les uns les autres la responsabilité des différents massacres, essayer de se dédouaner lorsque Mussolini dit qu'il est aussi un socialiste, il était très ami avec Lénine, des choses comme ça. En fait, je pense, dans toute cette énumération de noms, ça me fait penser au fait quand même qu'on voit peu les populations qui sont atteintes justement par ces dictateurs-là. Et je pense que Sokurov en a conscience parce que je crois qu'il n'a pas forcément envie d'imaginer ça en détail, même s'il a pu le faire dans d'autres de ses films, parce que son sujet est sans doute là, vraiment, ces dictateurs-là. Mais il le fait quand même dans une des séquences que je trouve la plus belle du film. Et là, c'est une séquence qui m'a vraiment marqué. C'est une séquence où le peuple est littéralement matérialisé par une marée qui finit par devenir rouge comme une flamme. Et ça représente quand même de manière assez évidente la manière dont le peuple est réduit à une sorte de masse indifférente, même si les dictateurs parlent tour à tour avec des personnes qui sont justement dans cette population-là, mais qu'en même temps, ça reste une masse abstraite pour ces gens-là, que ces gens-là ne vont jamais les considérer autrement que comme les choses qui sont liées à leurs petites caractéristiques qui est dessiné par Sokurov. Et à ce niveau-là, bah, je trouve que c'est à la fois peut-être un peu décevant parce qu'on aimerait justement voir ces dictateurs confrontés et justement dans un contexte de fiction pure tel qu'il est introduit dans celui-là, quoi, un conte de fées. On aurait aimé peut-être une confrontation, mais en même temps, il est très cohérent avec son projet général si on le lit avec ses films sur les dictateurs, où finalement l'idée c'est plus de montrer justement cet environnement clos qui n'est jamais réellement percé malgré cette énorme flamme, mais qui reste justement ce dialogue de sourds comme ces dictateurs qui parlent les uns avec les autres sans réellement s'écouter. oui, je trouve qu'il y a un vrai spectacle de la mégalomanie qui est à la fois réel et rendu par Sokourov. Ces foules, ces marées humaines qu'on voit, ces masses qu'on voit dans le film, semblent, en tout cas, sont interprétées par les figures totalitaires comme Hitler qu'on voit à un moment se pencher vers ces foules, comme des soutiens, comme des appuis disons, à leurs actions, à leurs exactions. Et Sokurov dit dans un entretien, il estime un peu tristement que des milliers de gens à travers le monde sont réellement tombés amoureux de la guerre. Alors,
Alors je pense il a vraiment une relation comme ça à isoler ses figures et à représenter d'une manière pas très personnifiante peut-être ces marées humaines. Parce qu'il dit aussi en entretien que ces figures totalitaires n'ont pas fait tout ce qu'elles ont fait toutes seules. Enfin, je le cite, hein, que Hitler n'a pas tué un autre soldat pendant la guerre, un soldat ennemi pendant la guerre ou des choses comme ça. C'est le point de vue de Soukourov, vraiment. Certes, et en même temps, on peut pas lui donner tort, mais dans cette fameuse marée humaine dont on parle, il y a aussi quand même deux visages qui s'isolent. Il y a d'abord une jeune fille qui, enfin, tu vois, qui est un peu, au fond, la jeune fille qu'on aurait eue sur à peu près toutes les affiches de propagande de l'époque. Elle est jeune, elle est souriante, elle est blonde, elle est très belle. Et un soldat dont je sais plus quelle langue il parle, mais il dit clairement, si je pouvais, je vous éliminerais tous les quatre, quoi. Il y a quand même cette voix qui est donnée à l'énorme Léviathan, là, qu'on voit à ce moment-là, où on ne sait pas d'ailleurs si c'est des cris d'acclamation ou de... Parce qu'en même temps, c'est des vagues assez féroces, enfin, tu te demandes... Enfin, c'est assez impressionnant, cette scène. Mais je pense que c'est quelque part entre les deux, hein. On est sur quelque chose d'assez équivoque. Et je voulais aussi revenir peut-être sur d'autres de ces films qui peuvent un peu éclairer ça et mieux dire la façon dont il a eu de traiter le peuple, si on peut dire, enfin les gens qui ont à subir aussi ces conditions-là, à qui on fait aimer la guerre, quoi. Notamment dans, alors je ne l'ai pas vu intégralement, mais dans sa longue série documentaire Les Voies spirituelles, où il filme des soldats, mais il les filme dans la plus parfaite oisiveté, inactivité. Pas qu'ils soient en train pas qu'ils soient en villégiature, mais qui sont en fait dans l'attente de quelque chose qui se passe. Et je pense que c'est pas il semble pas que ce soit le conflit qu'ils attendent. On entend les tirs au fond dans un des segments où il filme juste la frontière et il met de la musique de Mozart, de Messiaen, de choses comme ça. Enfin, presque comme pour apaiser le paysage. Enfin, il y a quelque chose d'un peu d'une conjuration comme ça. Dans ces autres films, quand il s'intéresse comme ça à des figures plus isolées de personnes du commun, ça va être plus dans une visée, j'ai l'impression pacifiste, mais en sous-texte. Parce que c'est quand même compliqué soit quand il était sous l'ère soviétique, soit quand il devait faire avec Poutine, quoi. Il essaye quand même de faire passer le message de ce sont pas des corps qui veulent aller au champ de bataille, quoi. Ça semble quand même être son idée finie, quoi. D'ailleurs, le film s'ouvre et je crois il y a une occurrence ça se produit à nouveau dans Fairy Tail sur une scène qui me semble faite de manière quasi identique à un court-métrage que je recommande, que je trouve magnifique, qui pourrait s'intituler Les soldats rêvent aussi, mais qui s'intitule Le rêve d'un soldat, où il y a une longue transition d'un ciel nuageux vers ce qu'on devine être un soldat endormi. On trouve cette scène reproduite, disons, avec une technique quasi identique dans Fairy Tail. Donc effectivement, il y a cette vision peut-être un peu humaniste, européaniste de Soukourov aussi, de voir les individus, même participant à ces, disons, la main de ces atrocités. En parlant de technique, je pense qu'il est temps de parler de l'éléphant dans la pièce, puisque la technique utilisée dans le film évoque, et plusieurs journalistes se sont trompés, nous aussi en réalité, avant qu'on remarque que non, pas du tout. Il s'agit du deepfake. Le deepfake, qu'est-ce que c'est? On en a un peu parlé dans l'épisode avec Jean-Baptiste Masseux sur les nouvelles technologies. Et le deepfake en est vraiment une des plus neuves. C'est-à-dire que c'est une technique qui utilise, grâce à un système de reconnaissance d'intelligence artificielle, de reproduire des formes animées à partir notamment de photos ou d'images de personnalités connues. Notamment, c'est notamment utilisé par Nicolas Canteloup dans
dans cette émission télévisée où il va animer notamment Marine Le Pen ou Stop. la reine, la reine Elisabeth. Mais Pourquoi tu as choisi cet exemple-là? Tu fais exprès. euh, j'aurais pu prendre aussi d'autres exemples, mais celui-là, je le trouvais amusant. C'est une technique qui pose des problèmes, notamment dans le congrès de Harry Folman, où une actrice se voit déposséder de son image pour qu'elle soit réexploitée par d'autres pour faire de nouveaux films. On se dit que Sokurov, d'une certaine manière, il exploite l'image de Staline, Mussolini, etc., pour faire peut-être son autre film avec justement cette image-là qui est réexploitée. Mais j'ai envie de contraster cette analyse quand même assez critique et pas forcément très reluisante du point de vue moral par l'idée de l'artificialité qu'on a quand même bien soulignée, puisque le deepfake, l'idée c'est quand même de reproduire une réalité assez fidèlement, alors que Sokurov n'a pas envie de reproduire une réalité comme on la verrait, il procède par une forme de collage, par quelque chose de très composite qui s'oppose quand même à la manière dont il pensait le cinéma auparavant, d'une certaine manière, parce que bon, c'est pas non plus un film totalement radical dans sa filmo, comme on a pu le laisser entendre, puisque là où les peintures qu'il citait en exemple vont quand même travailler une image qui est unifiée, même si elle est déformée ou étrange, cette image-là, elle est totalement découpée. Elle procède par quelque chose qui n'est pas du tout uni. Dans le projet esthétique de Sokurov, quelque chose de duel, c'est-à-dire que à la fois il y a quelque chose de totalement éloigné de ce qu'il faisait auparavant, où la peinture donnait une unité à son image, alors que là, cet aspect très découpé des personnages avec les décors crée quelque chose qui est au contraire dans une désunion. Mais en même temps, Sokurov a toujours voulu montrer des formes qui coexistent, mais qui en même temps peuvent exister par elles-mêmes. C'est-à-dire que la musique, les sons et l'image sont des unités différentes qui sont unies par la magie du cinéma et du montage. Et ici, cette désunion se trouve à même l'image et donc de fait, dans son projet esthétique, il y a quelque chose d'assez cohérent, mais qui est même presque plus radical de ce qu'il a pu proposer auparavant, puisqu'il met à mal cette espèce d'unité qui était celle de la peinture pour en faire quelque chose de beaucoup plus morcelé par cette technique du découpage et par ces nouvelles technologies. Et ça peut tenir de plein de choses. Ça peut tenir très pragmatiquement de l'imitation de moyens, en fait. Parce que bon, il avait une équipe d'une bonne vingtaine de jeunes animateurs qui avaient entre 20 et 30 ans. Donc bon, ça peut. Et je voudrais pas leur enlever ce qu'ils ont fait. C'est de la très belle ouvrage. Je pense qu'ils se sont tous d'ailleurs, bien démenés là-dessus. Mais voilà, on est quand même sur un film avec une économie fragile. Et il y a aussi sans doute un accord entre cette économie et le projet artistique. Mais enfin, ce qui m'a paru, en tout cas, lorsqu'on a malencontreusement réalisé que le film n'employait pas du tout de deepfake, pas d'intelligence artificielle en tout cas pour traiter ces images, euh, ça m'a paru soudain un peu logique, à la fois pour ce côté, disons, composite, quoi, donc ce côté où tout ne se fond pas complètement, où toutes les différentes natures d'images, qu'on soit sur des effets spéciaux, sur des gravures ou sur des images d'archives, que tout ne se fonde pas, qu'il n'y ait pas comme une espèce de lac, tu vois, qui viennent tout unir sous le même vernis, quoi, tout mettre sur le même plan, et aussi qu'il reste quand même cette intervention humaine. Je vais un peu paraphraser ce qu'avait dit Jean-Baptiste Massuel lors de notre épisode sur le cinéma virtuel, mais je pense que c'est un peu ce qui fait la limite de l'intelligence artificielle dans le domaine des arts visuels. C'est si on se repose entièrement dessus, il va manquer, il va manquer le coup de pinceau, tu vois. Il manquerait quelque chose de l'ordre du geste, en fait. Enfin, j'en viendrais presque, moi, personnellement, en tout cas, à me poser la question, est-ce qu'on peut encore parler d'art quand il n'y a plus de
de décision, il n'y a plus d'intervention de la part d'artisans, d'artistes ou de techniciens, quoi. Je trouvais ça mieux fait que de vrais ou de réels deepfakes. J'ai trouvé ça. Alors effectivement, par moment, on a l'impression. Je plaisante pas, hein. Par moment aussi parce que j'ai évidemment une haine, hein, contre ces intelligences artificielles. Il y a des artistes qui présentent et utilisent ces nouveaux outils comme des outils dont on doit apprendre à se servir puisqu'ils vont faire partie telle quelle de nos activités, de notre commun, alors que ce sont des outils qui sont très balbutiants et chaque fois que des choses sont créées avec, ce sont toujours des choses très similaires, très pauvres, sans dire qu'en plus ces usages sont faits dans une méconnaissance incroyable de ce que sont ces outils, qui les utilisent, quelles sont leurs genèses, d'où ils viennent, à quoi est-ce qu'ils vont servir. Qui demeureront dans mon esprit réutilisés sans cesse par les technologies militaires, de la cybercriminalité ou que sais-je. Mais j'ai trouvé, en tout cas, j'étais ravi d'apprendre que le film n'était donc pas fait de deepfake, que c'était un fake deepfake. Et j'ai trouvé ces compositions vraiment par moments sublimes, quoi, et jamais vues auparavant. Alors, il y a toutes ces inspirations de la gravure. Alors, ça fait aussi sens. Parfois, c'est presque ces collages des personnages. Mais quant au visage, puisque j'ai l'impression qu'on parle plutôt de ça, quant au visage des personnages en eux-mêmes. Alors par moments, effectivement, on a l'impression de voir littéralement la diffusion d'une image d'archive de je ne sais qui, de Churchill par exemple, presque sans modification. À d'autres moments, effectivement, on a un mouvement qui semble voilà, un peu plus généré, un peu plus créé. Mais déjà, comme je le disais, il y a cette ouverture du film avec cette transition du ciel vers un corps. On a, disons, la première personne qui, si je me trompe pas, qui va s'animer avec, grâce à l'usage de cette technologie, c'est le corps mort, endormi de Staline. Donc il y a cet aspect presque didactique de Sokourov de nous laisser appréhender cet usage, la manière avec laquelle il va pratiquer cette possibilité du faux. Et personnellement, j'ai trouvé ça assez réussi dans l'ensemble, avec effectivement des compositions très belles, avec des idées formelles. On a parlé de la marée humaine. Il y a une autre scène très picturale où voilà, on voit cette gigantesque carrière un peu brutaliste avec quelques oies qui se baladent et deux ou trois figures, un éclair qui traverse le ciel. Voilà, des choses à la fois qui peuvent sembler un petit peu absurdes et qui effectivement font composite, mais qui, comme on le disait dans la partie précédente du podcast, fournissent et appuient l'élan Ouais, je du me reprends parce que réalisateur. je voulais pas signifier que c'était mal branlé, que c'était fait de briquet de broc et qu'on était sur une espèce de pot pourri. Je sais que j'aime beaucoup, par exemple, tout le passage autour du moulin où les différents dirigeants et leurs différents doubles se balancent des boutades et tournent autour d'un moulin en ruine qui finit par s'effondrer dans une espèce de lande complètement embrumée. Mais t'as l'impression, voilà, que les personnages flottent au milieu de ça, enfin, qui sont pas vraiment là, qui sont pas vraiment en train de marcher. Comme les gravures sont retravaillées pour créer des assemblages comme ça, des différentes œuvres qui composent l'iconothèque du film, mais elles sont pas retravaillées, elles sont pas redessinées par-dessus pour qu'on ait l'impression que tout ça ne fait qu'un. Ils retravaillent vraiment différentes matières historiques de différentes natures, sans pour autant les dénaturer. Et c'est ça que je trouve éthique pour le coup. C'est qu'on va pas on va pas basculer dans la manipulation, quoi. Donc bon, on pourrait faire à la rigueur le reproche de l'intervention sur des archives où on fait dire à des dirigeants de la Seconde Guerre mondiale des choses qu'ils n'ont peut-être pas dites, mais on va pas être sur d'autres interventions qui, moi, personnellement, m'embêteraient plus. On peut en discuter, mais par exemple, la colorisation, c'est quelque chose qui, par principe, ça m'embête beaucoup de voir des images qui ont été tournées en noir et blanc et qu'on essaye de correspondre à nos critères contemporains d'une image en mouvement, enfin d'une image photographique, qu'elle soit analogique ou numérique. Euh,
du coup en couleur, qu'elle soit plus sous prétexte qu'elle devrait être plus vraisemblable et que c'est plus attrayant de l'avoir ainsi colorisée. Et ça, je pense que ce serait un peu un, un crime, en vrai, de voir ces images-là traitées réellement par deepfake. Euh, J'avoue que ça m'a un peu soulagé en vrai aussi de voir que que ça n'était pas l'outil qui avait été utilisé pour le film, mais qu'on était voilà sur un travail plus sans doute beaucoup plus laborieux, mais plus détaillé, qui relève de décisions qui appartiennent aux équipes et aux réalisateurs, mais qu'on n'est pas voilà sur des falsifications en fait qui n'auraient rien à envier à celles que pouvaient opérer justement les soviétiques ou les nazis à leur époque quoi en fait. Point Godwin. Mais Sur cette note-là, je trouve que le film ouvre quand même, peut-être pas une porte, mais qu'il est dans la voie d'une technologie qui serait employée pour créer des effets qui sont quand même intéressants dans ce qu'ils peuvent amener esthétiquement au cinéma. Peut-être pas forcément du simple fait de Sokurov, parce que je pense que Sokurov ne se pose pas ces questions-là, mais je pense que les technologies peuvent être employées de manière intéressante selon la personne qui le fait. Et justement, Sokurov, par son refus de justement utiliser les effets spéciaux pour, pour représenter une réalité ripollinée, crée quelque chose qui est quand même au moins intéressant en termes esthétiques, pas forcément réussi, mais au moins intéressant. Et je me demandais si justement ces technologies-là, même si vous avez déjà un peu répondu, pouvaient être employées à bon escient. Moi, j'ai un exemple qui est purement de l'animation. Je pensais justement au film notamment Spider-Man ou à d'autres productions comme celle de Masaaki Yuasa qui utilisent les IA pour faciliter le travail d'intervalle et pour plus facilement générer des intervalles entre des postes clés. Et je me dis que ça peut être à la fois un moyen de faciliter, voire même de proposer à des équipes des façons moins à même d'épuiser les équipes qui sont celles de l'animation, qui sont, comme on le sait, toujours surmenées. Donc je me demandais s'il pouvait y avoir du positif dans ces technologies-là et que ces technologies-là pouvaient peut-être servir des dessins esthétiques autre que, une simple manière peut-être de capitaliser sur un travail qui est reproduit par, une machine. les nouveaux usages, les nouvelles techniques, enfin en tout cas celles dont tu parles, celles dont on a pu parler aujourd'hui, sont encore, je pense, dans une phase d'intégration au processus de production tels qu'on les connaît, qui amèneront soit les processus de production à évoluer, soit qui amèneront ces dites techniques à évoluer elles aussi. Et étant donné qu'on parle d'outils, je pense que c'est comme toute chose, c'est encore une fois, ça dépend quand même vraiment de l'usage qu'on en fait. Et en l'occurrence, tu parlais de Yuasa, bon, c'est une de nos marottes, une de nos arlésiennes, mais je vais sauter sur l'occasion. C'est quelque chose qui m'embête un peu, moi, pour le coup, qu'on enlève ce travail des intervallistes, qui certes sont payés au lance-pierre, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont sous-traitées en Chine, en Corée du Sud ou du Nord d'ailleurs, enfin, bref. Encore une fois, il me manque quelque chose un peu de la perception de l'animateur du mouvement à donner au dessin, ou du mouvement que le dessin devrait faire sentir au spectateur. C'est quelque chose qui fonctionne, je veux dire, hein, il y a des choses qui me plaisent dans les films et les séries plus récentes de Yuasa, mais ça peut aussi donner certains de ses projets, je trouve, les plus bâclés, tant en termes de scénario que d'animation, comme Japan Sinks 2020, que je n'ai même pas réussi à dépasser la moitié de cette série. Pour revenir un peu sur le deepfake, je pense que même si c'est des images qui ont quelque chose d'assez sidérant, parce que on se dit, enfin, en même temps, on y reconnaît quelque chose d'humain, mais ça a quand même cette distance dérangeante de l'Uncanny Valley qui est un peu insolvable, quoi. Et que j'ai pas encore vraiment vu d'exemple
qui me paraissent convaincants, euh, enfin qui vaudraient le coup en fait de dépasser en fait la simple vidéo TikTok quoi. Enfin et après l'IA aussi, il y a beaucoup de choses, mais c'est ça dépasse pas non plus complètement la blague quand tu vois des gens qui vont demander à un générateur d'images de, je sais pas, créer des images de Barbie en version Elden Ring ou que sais-je, enfin, et ça donne des choses un peu étonnantes et un peu marrantes, mais qui fonctionnent jamais vraiment. Pour le coup, c'est quand même, ça va au-delà du stade de la blague, puisque c'est quand même connu qu'il y a, enfin, que des livres ont utilisé des illustrations générées par IA et qui ont été vendues ensuite dans le commerce. Donc, c'est pas non plus juste de l'ordre de la blague. J'aimerais savoir du coup si ces images sont un peu retraitées quand même, parce que c'est des images qui accusent beaucoup de défauts quand tu voyais, enfin, je répète que je les trouve très étonnantes, hein. Moi, ça me fascine de voir, je sais pas, Zelda, The Legend of Zelda, comme si c'était un film de fantasy des années 80, ou des choses comme ça. Mais à chaque fois, il y a 6 doigts, il y a les personnages ont une peau comme de la toile cirée. Enfin, l'éclairage ne fonctionne pas, mais en même temps, les technologies sont très étonnantes. Mais je sais pas si les machines ne devraient pas se contenter d'intervenir sur des parts nettement plus minces de la production que sur l'image en elle-même, quoi. Ça relève un peu de l'humain quand même. Je suis pas trop d'accord avec ce que j'ai entendu de ta part, Simon. Enfin, réduire le travail, je pense pas que ce soit une vérité, parce que ces animateurs ou ces intervalliéreuses vont travailler sur plus de films. Alors ça va seulement faire créer une production plus grande et plus grande, ce qui, d'un point de vue marxiste, n'est pas un objectif. Récemment, sur ce côté des deepfakes et de ce que ça peut provoquer, il y a eu une publicité pour une marque de voiture au Brésil qui a beaucoup fait parler d'elle parce qu'elle faisait chanter une chanteuse brésilienne très connue, Elis Regina, qui est décédée en duo avec sa fille dans la publicité. Alors, par exemple, cette publicité, donc, c'est une publicité, voilà, Volkswagen, pour celles et ceux qui souhaitent la visionner. Et je trouve la technologie utilisée du deepfake, de l'intelligence artificielle, je trouve le résultat vraiment presque effrayant, quoi, comme on en a discuté un petit peu dans l'entretien avec Jean-Baptiste Massuet. Effectivement, moi, je suis aussi j'irais plus à la défense de disons, de ces perfectionnements de technologies déjà existantes. Alors, que ce soit ici, dans le film de Soukourov, je pense que Soukourov est conscient que les personnes à qui il montre le film sont des personnes qui savent qui sont ces personnages et qui savent que ces personnages sont morts, qui savent que ces personnages ont fait cette partie de l'histoire, etc. Il dit même, je crois, dans des entretiens qu'il a fait ce film trop tôt. C'est un film qu'il a en projet depuis très longtemps, qu'il a noté depuis des années et qu'il l'a sorti trop tôt pour des pays comme l'Allemagne ou je crois il cite peut-être aussi l'Italie, qui n'a selon lui pas rencontré son public dans ces zones-là. Il y a un autre exemple de film que je n'ai pas vu, mais j'ai regardé une vidéo d'une quinzaine de minutes sur le procédé utilisé, qui est le film de Irishman, le film de Scorsese, et qui utilise une technologie qui a été inventée, disons, introduite pour le film ou perfectionnée pour le film avec le studio Industrial Light and Magic, qui aide au rajeunissement des trois acteurs, du trio d'acteurs principaux du film, et donc qui va utiliser, d'après disons, les techniciens et techniciennes, des images d'archives des films de ces trois acteurs. En même temps, une modélisation 3D donc, qui rappelle celle du film Le Congrès, pour ensuite filmer avec une à deux caméras supplémentaires, voire peut-être trois, toutes les scènes du film pour plus facilement coller ces visages modélisés, ces expressions faciales, disons, comprises par des techniciens et techniciennes humaines, pour ensuite les coller sur les visages des acteurs âgés afin de les rajeunir. Je ne sais pas si c'était très clair, mais là on est plus disons, dans un apparat technique
qui n'est pas livré effectivement à cette absence de coup de pinceau, à cette technoscienticité de l'intelligence artificielle qui me dérange particulièrement, qui est une boîte noire et qui, effectivement, je pense, ne crée pas de résultats probants, mais m'effraie plutôt à titre personnel, en plus de créer des craintes à titre, disons, plus mondiaux. Alors moi, j'aurais quand même des opinions un peu contraires à ce que tu viens de dire, pas forcément parce que je suis en désaccord avec toi, mais parce que je pense que les nouvelles technologies peuvent être utilisées peut-être de manière plus démocratique par justement des gens qui n'ont pas forcément les moyens de dessiner ou qui n'ont pas forcément un talent pour ça, et que ces outils-là peuvent être utilisés à ce niveau-là. En termes de production, évidemment, c'est pas forcément la même Je chose. crois que je préférais que les étudiants ne fassent même pas de film plutôt que d'en faire en utilisant l'intelligence artificielle. Ou alors qu'ils fassent des choses qui n'ont rien à voir avec ce que les gens font avec l'intelligence artificielle, inventer de nouvelles images. Ou qu'ils aillent bosser avec Sokurov qui les laisse bosser avec Non, mais des en fait, textes. je voulais en arriver sur une forme d'abstraction en fait qui pouvait être utilisée par les nouvelles technologies qui justement irait au-delà de ce dont on voudrait, enfin des usages communs qu'on pourrait en faire, c'est-à-dire juste faire un truc un peu facile. Après, bon, ça a contrasté parce que je me souviens du documentaire avec Miyazaki où on lui montre justement ces possibilités-là de mouvements impossibles permis par les nouvelles technologies et lui il réagit en disant que c'est une insulte à l'humanité même. Et en vrai, Donc, il a pas tort. oui. Ouais. Quand Miyazaki répond effectivement à ces deux jeunes ingénieurs qui ont certainement dû bosser des heures et des heures durant pour peaufiner leur algorithme, enfin, in fine, ils se pointent face à Miyazaki et ce qu'il leur dit en faisant ça, c'est va prendre ta retraite et arrête de faire des films. Et on sait tous très bien que Miyazaki, quand il décide de prendre sa retraite, c'est pour recommencer à travailler 5 ans plus tard. Même pas. Il mourra avec un crayon dans la main, de toute façon. Enfin, non, je comprends l'insulte à l'humanité. Il le dit peut-être d'une manière très solennelle et qui implique quelque chose d'un peu peut-être métaphysique, ou en tout cas qui pose des vraies questions éthiques, mais il a raison de dire ça. Donc c'est pour ça que je disais que ça tenait aussi un peu juste de la blague ou quoi, ou d'un gimmick, si tu veux, effectivement, c'est étonnant, donc peut-être l'utiliser, voilà, pour des illustrations. J'ai vu c'est Boys Noise avec Pussy Riot, on revient à la Russie, qui, dans leur enfin, dans une chanson qu'ils ont postée il y a pas longtemps sur YouTube, utilisait des images générées par intelligence artificielle. Voilà, je pense que, enfin, c'est pas non plus étonnant que le clip, qui est un domaine qui est très intéressé par les nouvelles images comme ça, prenne ça. Et c'est marrant de voir ces espèces de dystopies, tout ça, enfin un truc avec le regain du cyberpunk, tout ça marche bien. C'est des imageries qui sont très, très marquées, donc facilement reproductibles, imitables, qu'on peut synthétiser en fait, qu'un ordinateur peut synthétiser, mais je suis pas sûr que ça puisse en fait dépasser ce que l'humain a déjà fait, que ça puisse aller au-delà, que ça puisse vraiment provoquer de la nouveauté. Mon inquiétude, je la placerai pas sur ça va pas être en mode Terminator, Skynet, on va être remplacé par tout ça, ils vont tous nous buter. Non, on n'est pas dans la matrice. Mais par contre, on n'est pas dans la matrice parce que les machines, les intelligences artificielles ne peuvent pas faire autre chose que ce qu'on leur demande de faire. Ce pourquoi elles sont programmées, ce pourquoi leur algorithme a été codé. Je crois pas non plus en la théorie complotiste Terminator, mais je dirais qu'il y a quand même une part d'incertitude. C'est pour ça que je pense que c'est une chose qui est simplement aliénante, en fait, qui est un outil de plus d'aliénation du capitalisme, pour parler en ces chers Merci. termes. Mais c'est que, enfin, même avec le deep learning, je sais pas si, enfin, les machines n'iraient pas d'elles-mêmes, tu vois, apprendre à faire complètement autre chose que ce pourquoi elles ont été programmées. C'est un peu là où je voulais en venir, tu vois, une intelligence artificielle qui est programmée pour faire des images, elle va pas commencer à aller pirater la Maison Blanche, tu vois, je veux dire, enfin, on n'est pas dans un scénario de science-fiction du dimanche des années 90, quoi. C'est essentiellement pour ça. Après, certes, il y a peut-être des choses
plus inconnu bon, ça va nous apprendre des choses sur les ordinateurs et ça va sans doute être très intéressant. En vrai, tu parlais tout à l'heure enfin, tu parlais du capital, tu parlais des militaires, on parlait de cybercriminalité, voilà, je pense que ça va pas vraiment être autrement utile. Je doute que ça intéresse longtemps les artistes, en fait. Sur cette note, je vous propose qu'on s'arrête là, sur Fairy Tail de Sokurov, et qu'on passe aux recommandations. Les recommandations. On vous recommande un film, un livre, un lieu, un événement, tout un tas de choses qui nous ont plu. Et je vous propose qu'on commence par Coco. Alors, je vais être local. Je vais recommander le film Mato Seco M. Chamas, qui s'intitulerait en anglais Dry Ground Bernie, qui est un film qui a été produit quelques kilomètres d'où je suis, dans la favela, bon, désormais un petit peu officialisée, Sol Nascente. Et c'est un film qui mélange fiction et documentaire avec des personnages féminins qui ont été, disons, recrutés sur place, engagés sur place. Et le film a une manière, disons, de traiter son sujet d'une manière que j'ai trouvé tout à fait juste, réaliste au sens réel, dans le sens où justement que ce soit les dialogues ou même l'histoire se laisse facilement pénétrer, voire carrément influencer par la réalité des actrices, des actrices du film. Le film donne un petit peu presque cette impression, enfin, laisse visible cette impression disons, de fabrication de films montrés en train de se faire, notamment du fait de sa dernière partie qui crée réellement une coupure dans le film. Je n'en dis pas plus pour laisser à celles qui souhaiteraient y jeter un œil la surprise. Mais si certaines personnes sont intéressées à voir ce qui se fait au milieu du Brésil, dans le district fédéral, à quelques kilomètres de Brasilia, de la capitale, je pense que ce film représente très justement une partie qui peut être ignorée ou parfois représentée avec un peu trop d'exagération dans des films visionnés à l'international quand ils viennent du Brésil ou quand ils cherchent à représenter une certaine forme de violence qui serait l'illustration des favelas. Je pense que ce film est une juste recommandation, qui est un petit peu un film d'anticipation aussi, qui imagine une réalité alternative, parce que le duo qui réalise le film s'intéresse beaucoup à faire aussi. Et quand on vit à Brasilia, dans cette capitale moderniste, il y a effectivement de quoi réfléchir une forme d'extraterritorialité. Alexandre? Moi aussi, je vais être assez local parce que j'aimerais partager le plaisir que j'ai en ce moment, donc à Rennes, de suivre une programmation, un cycle plutôt, qui a lieu à l'Arvor, intitulé Vamos a la playa. Donc c'est chaque mardi, ça a dû commencer en juillet et ça va se poursuivre jusqu'en août. C'est Antonin Moreau qui a sélectionné différents films plus ou moins liés à la plage. Et je dois dire que sa sélection est assez géniale. Enfin, je suis très content de pouvoir redécouvrir certains de ses films sur grand écran. Bon, pour en citer quelques-uns, il y aurait Tabou de Murnau, Mektoub My Love de Rabah Murzaïmesh, Sinatsi de Takeshi Kitano, La fille de Ryan de David Lean, L'inconnu du lac de Alain Guiraudy, enfin plein de films qui ont utilisé le sable, les bancs de sable, les mers tropicales ou plus grises comme la Manche à Saint-Malo dans Contes d'été de Romer, enfin, qui se réunissent un peu autour de ce motif. Et bon, je vais pas pouvoir revenir dans le détail sur chacun des films que j'ai pu déjà voir ou revoir. Je trouve que c'est en fait une idée assez amusante et en même temps assez maligne de proposer comme ça un rendez-vous
estival en salle de cinéma, alors qu'il fait d'ailleurs assez moche en ce moment. On a quand même l'impression de se dorer un peu la pilule. Euh, et en plus, en découvrant ou redécouvrant des films qui, j'insiste sur Tabou de Friedrich Wilhelm Murnau, qui font vraiment, vraiment plaisir à découvrir enfin sur grand écran. J'avais jamais eu l'occasion de le voir. Et bref, voilà, des films qui sont vraiment solaires, qui ont quelque chose de... Des films qui font chaud au cœur. Un peu de chaleur dans ce monde de brut. Ma recommandation, c'est le livre Servir les riches d'Alizée Delpierre, la retranscription d'une chercheuse sur le terrain qui s'engage en tant que bonne et qui travaille plus globalement sur la domesticité chez les fortunés. Outre les qualités qu'on trouverait à un texte sociologique, moi ce qui m'a marqué le plus, c'est les portraits vraiment accablants qui sont faits à la fois des riches et des domestiques qui n'ont pas forcément une vie facile, même si c'est quand même un constat à tempérer. On remarque notamment qu'il y a certains domestiques qui s'en sortent avec des privilèges qu'on ne s'attendrait pas forcément à avoir, mais qu'ils doivent parfois faire avec des abus et une sorte et des remarques subtiles qu'ils interprètent évidemment et de manière réelle comme un danger pour eux. J'ai lu des histoires vraiment terribles d'abus qui étaient liés à la précarité des métiers, qui sont généralement payés au black parce que sinon ce serait pas marrant. Et un mélange de proximité et de relations de pouvoir qui fausse vraiment le rapport entre les patrons et les employés. Les témoignages sont en plus écrits sans fioriture et ont une valeur émotionnelle qui est réelle et qui rendent l'ouvrage super accessible. Donc je vous encourage vraiment à le lire, puisque c'est un ouvrage qui, je trouve, nous en apprend un peu plus sur une réalité qu'on aimerait ne plus exister. Après bon, ça dépend. Chacun son avis. Voilà, ce nouvel épisode dans l'intervalle est terminé. Je remercie Croquis pour le design, le Calvin Ball Consortium pour l'accueil. D'ailleurs, n'hésitez pas à voir les nouveaux podcasts sur le site et à souscrire au Patreon pour qu'on puisse se payer un matériel parfois de meilleure qualité et autres extras qui font bien plaisir. On se retrouve pour une prochaine fois. D'ici là, ciao et bon vent.